Euh, Bonjour à tous. Je suis donc Rémi Forest. Je suis Solution Engineer chez Mapper Technologies. Le sujet de cette présentation, c'est ce qu'on appelle l'architecture Data Fabric, proposée notamment par Mapper et qui permet d'accéder en temps réel à l'ensemble des données d'une entreprise. Le déroulement de cette présentation, donc je vais d'abord aborder rapidement quelques enjeux clés autour de la gestion et de l'utilisation de la donnée pour bien comprendre les problématiques auxquelles on s'attaque. Et je vous présenterai ensuite ce qu'on appelle l'architecture Data Fabric, quelles sont ses caractéristiques, ses avantages, avant de faire un focus plus pointu sur la technologie proposée par Mapper. Et pour finir, comme avec les autres présentations, on aura un peu de temps s'il y a des questions pour vous apporter des précisions. C'est des sujets que beaucoup connaissent bien et qui ont déjà été abordés lors d'autres présentations. Et la première chose qu'il faut rappeler, c'est que vraiment, aujourd'hui, la donnée, elle est au cœur de la révolution numérique dans laquelle on est plongé. Et que la façon dont les entreprises vont utiliser les données, toutes les données qu'elles ont à disposition, ça peut faire la différence entre une entreprise qui réussit et une entreprise qui échoue. On connaît bien Amazon, qui est aujourd'hui un modèle en termes d'efficacité, d'expérience utilisateur. Amazon a toujours basé ses choix stratégiques sur des données qu'elle collectait. Et chez Amazon, comme chez tous les GAFA, en fait, on se rend compte que tout ce qui peut être mesuré est mesuré, et ces données sont mises à disposition de l'ensemble de l'entreprise pour que toutes les personnes qui ont besoin de construire des applications, d'optimiser des processus, puissent avoir le maximum d'informations à leur disposition. Donc, dans ce bouleversement qu'est la transformation digitale, si on se met du point de vue de la donnée, l'enjeu, il est double. Le premier, c'est d'être capable de traiter l'exhaustivité des données qu'on peut avoir à disposition. Et le deuxième, c'est de le faire le plus rapidement possible. Donc, il faut être capable de traiter la donnée rapidement, mais surtout à grande échelle, parce que c'est ce qui va permettre d'avoir des décisions qui sont les plus pertinentes possibles. Si on parle de traitement en temps réel, qu'est-ce que ça apporte de traiter la donnée en temps réel? Eh bien, tout simplement, ça permet de prendre des décisions qui sont bien plus efficaces parce qu'elles vont tenir compte du contexte du moment. C'est typiquement ce qui va faire la différence entre, si on prend les services d'assistance à la navigation, les services des années 2000 comme TomTom, et si on compare ces services avec Waze, qu'on utilise tous aujourd'hui, on voit l'évolution qu'il y a pu y avoir. La différence fondamentale, c'est que Waze est capable de prendre en compte les positions et les vitesses de milliers de véhicules en temps réel pour pouvoir vous indiquer la meilleure route. Et des exemples comme ça, on en a plein tous les jours. Des services de taxi, par exemple, ou de VTC, entre le taxi normal qui vous disait votre taxi arrive et Uber qui vous dit votre chauffeur sera là dans 4 minutes précisément en vous montrant la position en temps réel sur une carte. Qu'est-ce qui leur permet de faire ça? C'est cette capacité à traiter en temps réel l'intégralité des données qu'ils ont à disposition. Donc, au final, quand on parle de données, le secret, la secret sauce de cette transformation digitale, c'est cette capacité qu'il faut avoir de fusionner les applications analytiques et les applications opérationnelles. Donc, c'est être capable de faire en temps réel des analyses sur des données qui sont non seulement exhaustives, le plus large possible, mais également des données qui sont fraîches. Contrairement à ce qu'on faisait sur de la BI traditionnelle, on est capable de faire des analyses très intelligentes, mais sur des choses qui se sont passées il y a plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et le résultat de ces analyses, il faut le mettre à disposition
très rapidement, en temps réel si possible, pour pouvoir améliorer l'efficacité des décisions, des processus, etc. Donc tout ça, c'est très bien sur les slides, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe parce que dans la réalité, les données des entreprises, et pas seulement des entreprises, pas seulement des grandes entreprises, les données, elles sont stockées dans des silos. Alors, c'est des silos qui peuvent être liés à des applications. On a le service client d'un côté, on a la gestion de stock de l'autre, mais ça peut être des silos technologiques. Aujourd'hui, on voit très fréquemment dans des architectures, on va combiner un cluster pour faire du batch analytique avec du Hadoop, un autre cluster pour faire de la réception de données IoT sur des technos comme Cassandra ou MongoDB, et puis on va faire du messaging avec un cluster Kafka. Donc c'est des sujets qui ont été évoqués notamment lors de la présentation d'IBM tout à l'heure. Tout ça, donc ça crée des silos, ça crée des ensembles de données qui sont souvent distribués parce que c'était dans des services, dans des systèmes différents, qui peuvent être sur des clouds différents, chez des providers différents. Et quand on veut mettre en musique tout ça, on est confronté à des gros problèmes de latence, que ce soit pour l'accès à la donnée ou pour le traitement. Donc ça fait des années qu'on traite toutes ces données avec des mécanismes d'ETL qui permettent de consolider la donnée, mais avec des coûts opérationnels extrêmement élevés. Pour prendre des exemples très concrets, on parlait juste avant avec MathWorks de machine learning. On se rend compte aujourd'hui que le plus gros challenge des projets autour du machine learning, c'est pas du tout les algorithmes et la modélisation. Aujourd'hui, on a des frameworks, on parlait de MATLAB, mais de TensorFlow, H2O, Caffe, qui sont des frameworks très aboutis et très simples à utiliser. En revanche, la problématique, c'est toute la logistique qu'il faut mettre en place autour de la donnée pour supporter ces projets. Dans la théorie, on a un modèle qu'on alimente avec une source de données, une fois qu'il a été entraîné, mais dans la réalité, les entreprises vont mettre en place plusieurs modèles basés sur plusieurs technologies différentes et vont essayer de combiner les résultats de ces différentes analyses pour trouver la bonne prédiction, la prédiction la plus efficace. Et tous ces modèles, il faut les faire évoluer, il faut les combiner, il faut les entraîner, et tout ça en permanence avec des problématiques de continuité de service qui sont propres à ce qu'on exige quand on va sur de la production. Et tout ça, ça impose d'avoir une infrastructure de données qui est particulièrement adaptée à ce type de problématique et qui n'est pas le cas avec tous ces systèmes distribués et silotés qu'on a l'habitude de voir. Et pour répondre à ces enjeux, il y a une approche, une architecture, une typologie d'architecture qu'on appelle le data fabric. Data fabric, en quoi ça consiste? C'est répondre à la problématique de distribution des systèmes et des données qu'on trouve chez la plupart des entreprises actuelles pour pouvoir faciliter l'usage et le traitement de ces informations. Alors quand on parle de data fabric, c'est un terme qui est un peu trompeur pour nous francophones, parce que pour nous, fabrique, ça veut dire une usine, alors que pour les anglo-saxons, fabrique, c'est un tissu. Et donc quand on parle de data fabric, on parle en réalité d'un maillage de systèmes qui permettent d'accéder de façon complètement transparente à l'ensemble des données qui sont hébergées sur ce maillage. C'est un terme qui vient à l'origine du stockage avec les SAN fabriques, et on étend aujourd'hui au système de stockage de données. Donc, ce maillage, ce data fabric qu'on va être en mesure de créer, il a comme objectif de permettre à n'importe quel système connecté à ce maillage de pouvoir consommer, combiner les données présentes sur d'autres nœuds, quel que soit leur type, que ce soit des données de type fichier, de type database, de type messaging, pour pouvoir les mettre en musique dans des applications.
Donc les caractéristiques qu'on attend d'un data fabric, la première chose, c'est bien évidemment la capacité à accéder à l'ensemble des données. La finalité, c'est d'éviter les mouvements et donc de pouvoir gagner du temps. On s'affranchit de tous les mécanismes de transfert de données. La capacité à être multiformat, multiprotocole. Donc quand on parle de multiformat, c'est-à-dire qu'on puisse stocker aussi bien des fichiers, des gros fichiers, des petits fichiers, des tables de base de données, des messages, qu'on puisse déployer sur n'importe quelle infrastructure, parce que on va avoir des systèmes dans nos propres data centers, on va avoir des systèmes dans les clouds, on peut avoir des systèmes sur ce qu'on appelle les edge, dans ce qu'on appelle le edge computing. Et tout ça, il faut que ce soit extrêmement scalable, résilient, et qu'on puisse l'administrer de façon centrale. Alors, vous avez bien compris que c'est l'approche qu'a Mapper en tant que plateforme de données, puisque la vision de Mapper, c'est de proposer cette plateforme de données distribuée, résiliente, qui permettent de connecter l'ensemble des données de l'entreprise pour pouvoir les exploiter en temps réel avec différents types de workloads. D'un point de vue concret, la première chose, c'est que la plateforme Mapper, elle peut se déployer, donc c'est une solution logicielle qui propose une plateforme de stockage et de persistance de gestion de la donnée qui va pouvoir être déployée sur n'importe quel type d'infrastructure. Donc dès lors qu'on a un serveur de type Linux sur lequel on peut mettre des disques, on va être capable de déployer la plateforme Mapper. Ça peut être déployé aussi bien sur les data centers en propre, sur n'importe quel cloud provider, ou sur ce qu'on appelle les edge. Donc les edge, c'est-à-dire c'est des systèmes périphériques, plus petits que les grands systèmes centraux et qui sont essentiellement destinés à fournir des capacités de stockage et de traitement à proximité immédiate des sources de données. Donc quand on parle d'usine 4.0, de véhicules connectés, on évoquait ça tout à l'heure, donc c'est pouvoir mettre directement à la source un premier niveau de stockage et de traitement pour avoir plus de réactivité. La deuxième caractéristique de la plateforme Mapper, c'est son côté multiformat, multiprotocole. En fait, on intègre à l'intérieur de la plateforme un file system, qui est un file system distribué, qui permet d'accueillir n'importe quel type d'application. Alors, aussi bien des applications orientées Big Data, Mapper a été initialement connu en tant que distribution Hadoop, c'est-à-dire un cluster de beaucoup de nœuds sur lequel on peut faire tourner des analyses avec des approches type MapReduce par exemple, qu'on accède à travers le protocole HDFS. Mais c'est également un file system qu'on peut accéder via le protocole NFS, c'est-à-dire un disque réseau que vous monteriez depuis votre serveur, comme ce qu'on trouve sur la plupart des serveurs NAS par exemple. Mais c'est également une techno qui est ce qu'on appelle POSIX compliant, c'est-à-dire schématiquement c'est un file system standard comme celui que vous pouvez trouver sur n'importe quel système Linux. C'est-à-dire qu'on peut monter sur un serveur un volume de stockage qui est physiquement sur le cluster Mapper. La conséquence, et c'est vraiment un point absolument fondamental, c'est que ça permet de faire tourner n'importe quel type d'application sur la plateforme Mapper. Donc non seulement les workloads de type Big Data, donc MapReduce, Spark et toute cette famille autour de la galaxie Hadoop, mais également des applications plus modernes, tout ce qui va être autour de la containerisation, donc Docker ou alors des frameworks comme Mesos ou Kubernetes, mais également des frameworks de deep learning. On parlait de TensorFlow, de H2O, de Café tout à l'heure, qui sont des algorithmes qui sont friands de données, donc on aimerait pouvoir alimenter avec des volumétries importantes de données collectées, mais qui ne sont pas compatibles avec les plateformes Hadoop et le protocole HDFS.
Mais on peut faire également tourner sur la plateforme Mapper des applications legacy. Donc on peut faire tourner des bases de données comme Postgre, comme Vertica par exemple. Donc le fait d'avoir toutes ces données sur la même plateforme, ça va permettre d'effectuer des analyses directement sur les données natives sans avoir besoin de les importer par exemple. Le deuxième type de données que Mapper supporte, c'est des données de type database. Donc on intègre nativement une base de données NoSQL qu'on pourrait définir comme un hybride entre Cassandra et MongoDB pour prendre deux technologies qui sont très très répandues. Donc c'est une base qui peut être aussi bien orientée colonne que orientée document et qui va permettre de répondre à des cas d'usage qui nécessitent des temps de réponse très très courts et une sélectivité dans les données qui est très importante. C'est une base qu'on peut accéder à travers les API comme SQL, HBase pour les API très répandues, ou encore une API qui s'appelle OI, OpenJSON Application Interface, qui permet de manipuler les documents JSON de façon extrêmement intuitive et très simple pour les développeurs. Le dernier composant de la plateforme, c'est un moteur de streaming qui permet de mettre en place des architectures de type Publish Subscribe comme Kafka et qui va être accédé donc nativement avec la même API que Kafka, mais qui va pouvoir bénéficier de cette distribution et cette installation agnostique, et donc d'avoir une plateforme qui soit distribuée sur l'ensemble des infrastructures de l'entreprise. La troisième caractéristique, c'est que la plateforme Mapper intègre des fonctionnalités de data protection qui vont permettre de garantir des niveaux de service et des niveaux de résilience qui sont vraiment compatibles avec ce qu'on attend d'un système de production. Que ce soit des systèmes de réplication, donc qui vont permettre de garantir la disponibilité de l'infrastructure en cas de perte d'un nœud ou d'un disque, que ce soit des fonctionnalités de snapshot, donc les snapshots, c'est-à-dire prendre une photographie, une image instantanée et cohérente de l'ensemble des données qu'on va pouvoir stocker soit en local pour des besoins de sauvegarde et de protection de la donnée, soit sur des sites distants avec du mirroring pour pouvoir apporter des fonctionnalités de disaster recovery par exemple. Et toutes ces fonctionnalités, elles sont connectables, donc on peut interconnecter plusieurs clusters Mapper qui vont tous se voir les uns les autres et qui vont permettre de créer ce fameux data fabric permettant à n'importe quel utilisateur connecté à un cluster de pouvoir accéder à des données qui seraient situées sur n'importe quel autre cluster. Donc on va pouvoir soit les accéder à distance, sous réserve que les infrastructures en termes de réseau notamment soient compatibles avec l'utilisation qu'on va en faire, mais on va pouvoir également créer des réplicas, des miroirs qui permettent d'avoir en local des copies en temps réel des données qui seraient générées, traitées sur d'autres clusters. L'intérêt au final pour les différents parties prenantes dans l'IT, pour les développeurs, ça va être essentiellement une simplicité de développement, puisque dès qu'ils ont besoin d'avoir une source de données, il n'y a pas besoin de contacter un service particulier en demandant de créer un job, de copier, etc. Juste, ils vont naviguer à l'intérieur de ce file system global pour pouvoir aller lire la donnée. Et les systèmes de sécurité qui sont définis de façon centrale vont permettre très simplement de donner le droit à un groupe ou à un utilisateur, comme on le ferait sur un système de fichiers standard. Et tout ça en temps réel, donc on va pouvoir consommer l'ensemble des informations sans attendre. On va pouvoir, par exemple,
avec la Data Fabric Mapper. Si on prend un cas d'usage autour de la sécurité par l'analyse des logs, on va être capable de monter des volumes sur les serveurs qui sont situés sur n'importe quel cloud, d'analyser, de stocker donc tous ces logs sur le cluster mapper et de lancer en temps réel un système d'apprentissage ou d'analyse qui va prendre en compte la totalité des logs qui sont générés par tous les serveurs sans avoir besoin de les injecter dans une plateforme spécifique. Et on va pouvoir mettre à disposition toutes ces informations pour des analystes ou pour des opérateurs. Donc énormément de gains de temps. Pour les architectes et pour les opérateurs, eh bien, on va pouvoir simplifier la protection et les opérations autour de cette donnée. Le fait que toute la partie sécurité, sauvegarde, disaster recovery soit intégrée nativement, on peut garantir des niveaux de service de façon extrêmement simple. Un cluster Mapper, on va pouvoir simplement le répliquer sur un site distant et en cas de sinistre sur le site principal, on n'a rien à faire pour redémarrer les applications sur le cluster de secours. Au final, l'intérêt pour les entreprises et pour le business, ben, ça va être de permettre très facilement de développer tous ces nouveaux cas d'usage autour de l'IoT, autour de la maintenance prédictive. On ne compte plus tous les besoins qui sont recensés, ça intègre du machine learning, que ça intègre toutes ces analyses de données à grande échelle pour pouvoir, que ce soit optimiser les processus, réduire les risques ou bien proposer des nouveaux services. Donc en résumé, les caractéristiques de l'architecture Data Fabric que Mapper propose avec sa plateforme, c'est une plateforme de données qui peut être globalement distribuée sur l'ensemble des infrastructures de l'entreprise, que ce soit dans les data centers ou sur le cloud, et qui va permettre de façon centralisée de définir une couche d'accès à la donnée qu'on va pouvoir rendre hautement scalable, puisque on est sur un système qu'on appelle avec de la scalabilité horizontale, c'est-à-dire que besoin de plus de puissance de traitement, plus de volumétrie, on a juste à rajouter des nœuds sur ce qu'on appelle le commodity hardware, donc des serveurs d'entrée de gamme. Et cette plateforme va permettre de traiter l'ensemble des données de l'entreprise de façon totalement transparente. J'en ai terminé. Donc on sera présent sur le stand A30 où vous aurez l'occasion de venir assister à des démonstrations, des présentations autour de tous ces sujets, que ce soit la sécurité, les architectures type Data Fabric, le machine learning, où on aura des intervenants divers et variés pour animer le stand. Je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur Forest pour votre présentation. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat du webinaire. Merci.